Je t'apprends pas la vie en te disant que le carburant, ça devient une folie. Ça devient vraiment une folie. Moi, je roule principalement au gasoil. La voiture, la Volvo, me coûte à peu près entre 14 et 15 euros les 5 km. Selon les routes que j'emprunte. Je fais beaucoup de longs trajets, moi, hein, donc ça réduit aussi un peu la consommation. La vidéo est un peu longue, donc j'ai fait des chapitres. Tu retrouveras les chapitres en description. Je crois même qu'en dessous de la vidéo, sur la barre de défilement, tu dois voir les chapitres. Donc il y a 4 ou 5 chapitres, je ne sais pas. Et ça te permettra de naviguer d'un chapitre à l'autre si tu veux éviter les choses qui ne t'intéressent pas. Voilà ce que c'est. Là, c'est desserré. Maintenant, il me reste plus qu'à enlever la roue et sortir la rotule. Je pense que ça sort plutôt bien. Parce que tu vois, c'est des coniques. Conique ici et conique ici. Là, c'est même bien conique. Hein. Là, c'est juste posé, à mon avis. Donc, je pense que je devrais pas avoir trop de mal à le sortir quand même. Il est encore là, lui? Ben oui. À mon grand désespoir. Le truc, c'est que tu connais l'histoire. On trouve ce camping-car pour Patricia. Très sain le camping-car, hein. Il y a des petits trucs, des bricoles à faire dedans pour le rendre vraiment nickel, mais il est sain ce véhicule. La distribution n'était pas à jour, donc on prévoit. C'est moi qui l'amène ici parce que Patricia est en Belgique, donc forcément il arrive chez moi. Hein. Michel se charge de la distribution. Et après, il y a toutes ces histoires de Covid, il y a tout ce bordel qu'il y a eu entre-temps. Hein. Des confinements. La Belgique, ils ne peuvent pas sortir du pays, enfin tout un bordel. Si bien qu'il est resté là, tu as vu, tu connais l'histoire, hein, depuis des lustres. Bon, finalement, Patricia me dit, finalement, si tu pouvais me le revendre, ce serait bien, parce que je me sens pas avec tout ça, je veux plus. Il n'était pas vierge, mais il est passé. Et là, je le passe à Charolles, et le centre de contrôle technique, ils ont eu un problème avec un véhicule qu'ils ont passé et ils ont été un peu inquiétés en fait, hein, c'est ce que m'a expliqué le contrôleur. Et du coup, ils laissent absolument plus rien passer. Je veux bien. Il y a une rotule, cette rotule-là qui n'avait pas été détectée apparemment lors du premier contrôle, mais entre-temps, il s'est passé un an, presque un an et demi, je sais plus. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont déclarées qui n'existaient pas. On regarde un peu le CNOS, hein, le bordel au moment où il s'en va. Hein. C'est pour ça qu'un véhicule qui tourne pas, c'est pas bon. On le repasse au contrôle, il y a une rotule, quand tu mets avec une barre, il m'a montré, il y a un tout petit jeu. Voilà, ça c'est la rotule. Tu vas me dire pourquoi elle est là, pourquoi c'est toi qui t'en occupes. Je t'expliquer. Je passe au contrôle, donc rotule contre visite. Le châssis il est impeccable, mais il y a un coffre, et des coffres sur le côté, et au niveau du coffre, il y a une cornière, elle est rouillée, et elle est perforée. Ça rentre dans le châssis, il me dit. Non, ça rentre pas dans le châssis, c'est le coffre. Non, ça rentre dans le châssis, il faut remplacer. Contre-visite. Et au fond, au niveau de l'essieu arrière, les deux flexibles de frein sont pas attachés. Moralité, le véhicule est là maintenant. Donc entre-temps, il y a Pierre et sa compagne qui viennent et puis qui me disent « moi ça m'intéresse ». Je le prends. Le véhicule est là. Si on le fait faire, déjà il faut trouver quelqu'un qui accepte de faire ça. C'est ressouder un morceau de métal en dessous et tout. Et puis ça va coûter. Patricia, du coup, elle va perdre de l'argent. C'est moi qui m'y colle, et c'est moi qui m'y colle, mais j'ai pas le temps, moi, tu vois. J'ai pas le temps. Alors ça dérape. Depuis le moment où je t'ai dit ça y est, il est vendu, il s'est presque écoulé 2 mois. Mais moi, les 2 mois, je les ai pas vus passer. Hein. Tellement j'ai de boulot, quoi. Tellement je suis partout. Je fais plus ça, c'est terminé. Recevoir des véhicules ici, à la limite, qui sont vendus et qui sont là en attente, c'était un peu le cas de celui-là, tu vas me dire. Mais s'il doit rester autant de temps, moi je suis désolé, ici c'est pas un gardiennage, quoi. Hein, je fais pas du gardiennage de camping-car. Le CNOS c'est pareil, le CNOS batterie, mauvaise masse, les robinets, tu vois le souci, quoi. Moi je peux pas m'occuper. Alors un véhicule qui roule pas, hein, qui sert pas forcément pendant des mois, là je pense que le CNOS ça faisait 6 mois. Ensuite repasser au contrôle. Alors là, bon, j'ai Joël qui a été super sympa, il m'a dit non mais t'inquiète pas, je le passe et vous me réglerez le contrôle quand il sera passé.
Et il est passé au contrôle vierge, le contrôle. Le véhicule est bien, hein, c'est pas le souci, c'est que moi, ça me crée un stress, et puis ensuite, moi, je suis obligé de faire quelque chose que normalement, je devrais même pas faire, là, tu vois. Normalement, ce véhicule, il devrait être en Belgique, moi, je devrais même pas y toucher, là. J'ai pas fini, vous allez me dire, vous êtes en train de râler. Le Fleurium. Tu te souviens du Fleurium de la semaine dernière, la semaine d'avant? Bon. J'ai 3 contacts, 3 personnes qui sont intéressées. Est-ce qu'ils seraient allés au bout? Je sais pas, mais bon, j'attendais une réponse pour le lendemain soir. La vidéo sort le mercredi 17h30. Le lendemain midi, le propriétaire du Fleurium m'appelle, me dit je l'ai vendu. Je dis comment tu l'as vendu? Et oui, il dit je l'ai vendu, il y a quelqu'un, il dit c'est bizarre, il dit là d'un coup j'ai 3 demandes. Parce que bon, forcément il avait laissé les annonces. Ça c'est à moi d'être vigilant et à lui dire non mais moi je fais pas de vidéo si les annonces elles sont encore en ligne, hein. Il faut dégager toutes les annonces. Mais au moment où je lui ai dit faudrait enlever les annonces, j'ai vu que ça l'embêtait. Donc on n'enlève pas les annonces. De toute façon il était à 53 000. Ce que j'ai pas calculé moi dans ma tête, c'est que la grande famille, c'est pour ça que quelquefois on me dit ah ils peuvent faire ça pour quand même on est une communauté, tout, oui d'accord. Mais là je fais une vidéo, je prends pas soin de faire enlever les annonces, qu'est-ce que vous faites? Pas tous, hein. 2 ou 3 là dans le lot, bah, ils cherchent sur l'internet s'ils retrouvent le véhicule. Ils l'ont retrouvé puisqu'il était partout, il n'arrivait pas à le vendre, il l'a placardé de partout le véhicule. 53 000 c'était trop cher, moi je l'ai raisonné, je lui ai dit 53 000 on ne le vendra pas, il faut le vendre en dessous de 50. Il y a quelqu'un qui doit me suivre, qui a vu l'annonce sur la centrale, le soir même, il voulait envoyer les sous, alors qu'il n'a jamais vu le véhicule. Donc, tu vois, après tu rentres dans un conflit avec le vendeur qui te dit non, mais il l'a vu sur la centrale. Ouais, alors comment t'expliques qu'il veut te payer alors qu'il n'a même pas vu le véhicule? Il veut t'envoyer de l'argent là tout de suite. Il l'a même pas vu. Il l'a même pas visité. Si ça se trouve, c'est une merde ton véhicule. Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'il a vu ma vidéo. C'est tout. Et voilà comment ça se passe. Donc moi, j'ai mes 3 personnes, je suis obligé de leur dire bah, c'est vendu. C'est pas moi qui l'ai vendu. Moi, je respecte déontologiquement, je respecte l'ordre d'arrivée et j'appelle les gens. Ben là, rien. Il l'a vendu 100 € de moins que les 49 800 auxquels on l'a proposé dans la vidéo. Il y a du travail, hein, il y a la route. Moi, je me rends là-bas, je fais mon voyage, je paye mon carburant. Tu as vu le prix du carburant. Ensuite, je filme, je passe une après-midi, hein, quelques heures. Et ensuite, je fais mon montage. Ça encore, bon, bah, tant pis, je m'assois dessus, mais je veux dire... Tu vois ce que c'est la vie aujourd'hui? Où on en est en fait? Où on en est réduit? La confiance, c'est très difficile maintenant d'accorder la confiance à quelqu'un. Et pourtant le contact il est excellent. Au moment où je suis là, je suis persuadé, pour moi, s'il a quelqu'un qui l'appelle en direct, il va me l'envoyer, tu vois. Il vend son véhicule, si encore il l'avait vendu au-delà de 50, s'il avait vendu 51, 52, j'aurais compris, mais non. Là, il l'a vendu exactement au même prix, à 100 € près. Et voilà comment ça se passe. Alors, tu vois, il y a un moment, j'en ai, franchement, là, c'est ça, tout le reste, il y a un moment, j'en ai un peu ras le pompon, quoi. Hein. Parce que bah, c'est pareil, hein, le CNOS, c'est à moi de tout gérer, quoi, tu vois. Il est là, le véhicule, donc il faut tout gérer. Il y a un problème, il faut le gérer. Alors, je n'aurais pas laissé partir le véhicule, parce que la personne qui me fait confiance et qui vient acheter ce véhicule, lui... Mais si c'était arrivé chez le vendeur, bah, c'est le vendeur qui se serait débrouillé. C'est lui qui aurait été chez un réparateur quelconque, faire changer les robinets, etc. Là, moi, je me suis collé, peut-être 1 journée et demie de travail, en tout et pour tout, pour remettre ce véhicule en route, quoi. Alors que c'est pas mon boulot, ça. Et en fait, après, bon, comme on a négocié le véhicule, bah ouais, moi, tu vois, du coup, j'ai stocké le véhicule pendant 1 année ici, j'ai fait du gardiennage, enfin pendant 6 mois, et puis en plus, j'ai assuré le suivi, j'ai fait le service après-vente et tout, tu vois. C'est pas ce que je voulais faire. Si je veux faire ça, je me mets vendeur de véhicules d'occasion, je crée un parc, et après, je fais des factures, moi. Hein. Ça veut dire que là, le véhicule sort, là, ici, là. Moi, je vais encore y passer, je sais pas combien de temps. À ce moment-là, je dresse une facture de main-d'œuvre. Je dis, voilà. Et puis, je prends pas 500 € là. Hein. Là, je prends 3-4 000 balles. Ben, le véhicule, voilà, il se vend 60 000 balles. Ben, 6 000 balles dans ma poche, alors, à ce moment-là. Et à ce moment-là, oui, en effet, je m'amuse à faire la prévente. Voilà, quoi. Bon, c'est un petit coup de gueule. Il y a un moment, il faut que moi-même, j'arrive à fixer les règles. Et là, les règles, c'est aujourd'hui, c'est terminé. Je prends plus de véhicules pour rendre service. Parce que là, en fait, je rends service pour que la distribution ne coûte pas trop cher. Parce que c'est vrai que Michel, il est intéressant, c'est très intéressant de faire la distribution chez Michel.
On le prend là pour ça. Normalement, elle doit venir le chercher. Elle ne doit pas me laisser traîner. Et à la limite, si elle ne peut pas, bah, elle le fait transporter, tu vois. C'est qu'après, y a, là où ça me met un peu en colère, c'est qu'après, il y a de l'impatience. Après, on est impatient. Quand est-ce qu'il sort? J'ai toujours pas mes sous. Quand est-ce que... Alors, c'est pas dit comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Attention, on va perdre l'acheteur. Bah ouais, mais bon, je fais quoi, moi? Prends-le. Va faire la mécanique. Après en avoir bien bavé pour enlever les écrous, bah maintenant c'est la rotule qu'il faut enlever. Alors là, une rotule qui est peut-être d'origine sur le véhicule, certainement. Ça m'étonnerait qu'elle ait déjà été changée, tout au moins ça n'a pas l'air. Elle est rouge, hein. Tout est rouge, donc je pense pas que ça a été changé déjà. De changer une rotule comme ça, grippée comme elle doit être, je sais pas comment je vais faire. Donc j'y ai passé l'après-midi là. Et... Tu vois, bon, les vieux véhicules, c'est bien, c'est robuste, c'est solide. Par contre, quand tu as un truc à changer, c'est tout un merdier. Je me suis arrêté hier soir, tu vois, la rotule est ici, tout est dévissé. J'ai essayé de la sortir pendant plusieurs heures, en faisant levier, etc. Mais rien n'y fait, je vais devoir acheter un arrache-rotule, poids lourd en plus, hein, parce que là, les rotules, elles sont énormes. Maintenant, en plus, tout est dévissé, donc je ne peux pas l'emmener quelque part. Je suis obligé de me le farcir, on va dire. Et là, je m'en vais visiter des camping-cars. Donc aujourd'hui, c'est à Dijon. Et la semaine prochaine, je suis dans le nord de la France. Je ne m'en occuperai pas avant la semaine suivante. Ce qui fait qu'il va me falloir repasser un contrôle technique, parce que la contre-visite, c'était avant le 9 mars. Je suis blasé, franchement, je suis blasé parce que c'est pas des choses que je devrais faire normalement et ça me saoule, quoi. Voilà, mais que veux-tu, il n'y a pas le choix. Maintenant qu'il est là, le bébé, c'est moi qui l'ai, donc les problèmes, c'est pour moi. Le pépère qui est là derrière me coûte 24 € les 100 km. Ça commence à faire. Et c'est pas fini. Ça va pas s'arrêter là. J'ai réfléchi à plusieurs solutions. Je me suis dit, écoute, tu circules beaucoup en voiture en ce moment. Quand je fais des déplacements pour aller visiter les camping-cars, la plupart du temps, je prends la voiture. Mais je me dis, peut-être que je pourrais passer à l'éthanol. Peut-être que je pourrais vendre cette voiture, acheter une voiture essence et la passer à l'éthanol. Cette vidéo, par exemple, qui en parle très bien, tu n'es même pas obligé de monter un boîtier. Il te suffit de faire des tests avec cette petite clé qui se branche sur l'USB 2 et puis d'analyser un peu la correction que l'injection va faire et puis tu roules à l'éthanol. Tu ne peux pas rouler à 100%, mais tu peux rouler jusqu'à à peu près 70% en moyenne, 70% d'éthanol et samplon 95. Et là, on se rend compte que bon, la voiture consomme un peu plus de carburant, mais bon an, mal an, sur les véhicules que j'ai pu trouver, on arrive à descendre à 9-10 €, environ 9 €, on va dire, les 100 km. Ce qui fait gagner quand même par rapport à la Volvo 6 € aux 100 km. Mais je me suis dit, ça fait quand même vendre cette voiture, investir dans une autre, ça m'embête parce qu'elle va bien. C'est vrai qu'à un moment donné, je voulais la vendre. C'est pas dit que je la revende pas un jour, hein, mais je trouve quand même, là, on a fait la Pologne aller-retour, elle va super bien. Et puis lui, je vais pas le monter à l'éthanol, c'est un gasoil. Donc je me suis un peu documenté, je me suis renseigné et bon, tu as certainement déjà entendu parler du système HHO. C'est un système qui fabrique une espèce d'hydrogène qui va rentrer dans le moteur. Et là, j'ai regardé un peu les montages artisanaux qu'on peut voir maintenant sur YouTube. Si tu regardes sur YouTube, tu vas trouver plein de systèmes qui ont été faits un peu artisanalement, on va dire. Il y a certaines boîtes qui fabriquent des systèmes qui ressemblent un petit peu à celui que je vais te montrer là. Il y a plusieurs façons en fait de le fabriquer. Moi, le mien, il faut du courant, il faut du 12 volts. Il y en a certains, il faut pas de 12 volts du tout, ça utilise la chaleur du moteur, il faut tenir les tuyaux près du moteur, il faut les isoler, mettre du papier. J'ai pas eu envie de faire ça. Et il y a beaucoup de détracteurs, il y a beaucoup de gens qui disent que ça sert à rien. Et puis j'ai trouvé sur certaines vidéos une sincérité. Je pense que clairement, c'est des gens qui font des tests, ils montrent qu'est-ce qu'ils ont consommé au départ, qu'est-ce qu'ils consommaient avant la pose du système, qu'est-ce qui polluait, parce qu'ils sont carrément allés au centre de contrôle technique, et à l'arrivée. Ils ont testé avant d'avoir posé le système et après avoir posé le système. La pollution diminue de moitié et en consommation, ça varie entre 15 et 30% d'économie, selon les trajets que tu effectues. Moi, je fais beaucoup de longs trajets et le système que je vais te montrer fonctionne très très bien en économie sur le long trajet.
je suis pas du tout, on me l'a même pas envoyé gratuit, je l'ai acheté en fait. Parce que je voulais choisir vraiment le système que je voulais et je voulais pas avoir je voulais pas l'avoir en cadeau. Je voulais vraiment pouvoir t'en parler et pouvoir le critiquer au cas où il faut le critiquer. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que je ne vais pas diffuser. Je vais le diffuser même si ça marche pas. Parce que j'ai envie de te dire, voilà, tu peux faire confiance, tu peux pas faire confiance. Celui-là, il pourrait fonctionner sur le camping-car. T'en as certains pour les camions également, pour les bus. Sur les camping-cars, ça marche beaucoup plus, encore mieux que sur une voiture. L'économie est encore plus flagrante. T'as ce système avec des plaques HHO Dry Cell DC3000. C'est un petit peu gros quand même. On va trouver la place. La notice, c'est une notice que tu télécharges, il y a le réservoir d'eau. 1 litre, d'après ce que j'ai lu, te permet de fabriquer 1800 mètres cubes de ce gaz. Donc des câbles électriques, ça va permettre d'alimenter la machine à fabriquer de l'électrolyse. C'est le petit réservoir que tu vas devoir fixer dans lequel tu vas mettre de l'eau. Tu as toute la connectique avec les relais et les tuyaux. Alors est-ce que les tuyaux, il y en a assez ? Il y en a certains qui disaient que les tuyaux étaient un peu courts. Avant de poser le kit qui va me fabriquer de l'hydrogène, il faut que mon moteur il soit parfaitement opérationnel. J'ai acheté un module, ça s'appelle le 10, c'est ce qu'ont les concessionnaires Volvo. C'est relié à la prise OBD2. Il y a le programme VIDA sur mon ordinateur. J'ai fait une recherche de panne. Quelques petites surprises quand même. J'avais changé le papillon d'air, le papillon qui régule l'entrée d'air dans le moteur, et il se trouve que ce papillon était défectueux, alors qu'il est tout neuf. Donc j'ai remis l'origine, ça a fonctionné très bien, le code erreur est plus ressorti. J'ai eu un problème du contrôle du système d'air, ça s'appelle le MAF, l'air massique. C'est ça, je l'ai changé, et là il me sort une petite erreur intermittente sur le capteur MAF. Alors le capteur MAF, c'est un capteur de température, de ce que j'ai compris, qui prend la température aux abords du turbo. Donc ça, je vais le commander aussi, c'est pas très cher. Et au moins, je pars avec un moteur qui est parfaitement réglé. J'ai commandé un premier kit, c'était le DC3000. Il est très gros. Ça va jusqu'au moteur 3500 ou 4500, je sais plus. Beaucoup trop gros pour rentrer dans mon capot. Donc j'ai commandé le DC2000 qui vient d'arriver, qui va jusqu'à 2400 cm3. Ça tombe bien, la mienne c'est une 2,4 litres. Le but, c'est d'économiser du carburant. Après que le moteur tourne plus souple, qu'il pollue moins et tout. On va pas se mentir, il y en a qui disent oui, il faut le faire plutôt pour la pollution. Pour moi, c'est des arguments. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas qu'il faut éviter de polluer, mais le but principal d'un montage comme celui-ci, d'abord, c'est l'économie d'énergie, l'économie de carburant, surtout au point où on en est arrivé. Cette société, HHO+, parle d'une économie qui peut aller jusqu'à 35%. Alors là, j'ai pris un 2000, sur l'autre que j'avais acheté, c'était un 3000, qui était beaucoup plus épais. Ça pèse pas mal. Il n'y a pas les fixations, ça veut dire qu'il va falloir fabriquer une fixation, et là, il n'y a pas de place non plus pour le mettre, il va falloir que je le mette certainement derrière la calandre. Tout ça, au moment où tu lis, ça doit suffire. Sauf que non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça pourrait suffire sur un ancien véhicule qui ne serait pas équipé d'une injection comme on l'a aujourd'hui sur nos voitures. Bon, moi, ma Volvo est de 2008, mais on a déjà une injection avec une gestion des paramètres, gestion du carburant, gestion de l'air qui rentre dedans, boîtier l'EQ, le boîtier électronique, est tout le temps en train de corriger les paramètres d'air et de carburant, si tu veux. Il fait le dosage. Alors quand tu rentres de l'hydrogène, ça va appauvrir le mélange. Et comme ça appauvrit un peu le mélange, disons que tu rentres beaucoup plus d'oxygène, je pense qu'il y a dans l'hydrogène de l'oxygène, tu rentres plus d'oxygène, donc les mesures de la sonde lambda, elles vont dire il n'y a pas assez de carburant, et donc elle va rajouter du carburant. Et du coup l'économie, tu vas avoir un moteur plus silencieux, une meilleure combustion, ton moteur il va se nettoyer, mais tu ne vas pas forcément faire d'économie d'énergie. Pour avoir vraiment une économie d'énergie, il faut caler la sonde lambda, ça veut dire qu'il faut la décaler. Alors la sonde lambda, c'est une sonde qui est à la sortie du moteur, qui est dans l'échappement, et qui va mesurer le taux de CO2. En la décalant, ça va éviter au calculateur d'enrichir ton mélange. En fait, la mesure, elle va être différente. En décalant là, c'est difficile. Je ne suis pas non plus un spécialiste, mécanicien, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en décalant la sonde lambda, on ne va pas mesurer l'appauvrissement
de ce qui va sortir. Et du coup, il va éviter de corriger pour consommer plus. Ça, c'est une chose. Ça, avec ça, on cale la sonde lambda et on la décale. Alors, j'en ai profité, j'ai commandé une sonde lambda neuve. Ça coûte une 90 balles, mais au moins je pars avec une sonde lambda toute neuve, parce qu'elle ne doit pas être neuve non plus. Hein. Chez HHO+, ils te vendent des modules. Ça, c'est un module qui va se fixer derrière la prise OBD2, moi qui est en dessous de mon volant. Donc la prise OBD2, c'est la prise diagnostique. Et là derrière, on va brancher ce petit boîtier. Ce petit boîtier va permettre sur la voiture de corriger. Tu vois, ici, ça mesure le débit d'air ou même l'hygrométrie. Ça fait des calculs barométriques. Il y en a une ici et il y en a une ici en dessous du cache. Donc c'est, pour les connaisseurs, c'est le MAF et le MAP. Et ça va permettre de l'adapter à la nouvelle donne, à l'hydrogène, donc qu'on va rentrer dedans. Ça, c'est une chose. Pour que ce système ici, qu'on va brancher au courant, hein, puisqu'il y a des fiches qu'on va brancher ici, qui viendront de la batterie, donc, et qui viendront normalement du contact, hein, puisque ça va ne fonctionner que quand tu allumes ton contact, eh bien, tu es toujours en train de régler la tension. Tu es obligé de régler la tension qui rentre dedans pour que ça produise de l'hydrogène. Mais ils ont sorti un système chez HHO qui te permet, HHO+, qui te permet d'avoir toujours le bon voltage dans ce système. Et c'est cette machine. Voilà. Ça va te permettre de réguler le voltage pour produire le maximum d'hydrogène. Et ça va également allumer automatiquement au moment où le moteur va commencer l'alternateur va commencer à produire du courant et à monter au-dessus d'une certaine tension. Lui, il va connecter le système. Donc tu n'as pas de relais à ajouter, tu n'as pas à chercher le contact directement pour que ça s'allume en même temps que le contact. Et du coup, ça va être beaucoup plus productif. Ça vaut quand même 124 balles. Et ça vaut 95 € de mémoire. Hein. Plus le port, bien sûr, ça vient du Portugal. Donc, on va dire que l'ensemble, 210 € le système, 125 €, 144 € avec le port, ça, 144 € et ça, 100 € à peu près, donc ça fait 460 €. Je voulais le mettre devant le radiateur, mais ça manque un peu de place. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre entre le moteur et le radiateur en utilisant une patte de fixation pour un raccord d'air, pour une tubulure d'air. Et donc j'ai fabriqué en plat aluminium cette patte, 2 après-midi complètes. Donc c'est quand même pas un kit prêt à l'utilisation et ça demande quand même un peu de bricolage, rien de vraiment méchant, mais c'est chiant parce qu'en plus dans la Volvo il n'y a pas de place. Alors du coup ça va venir s'intercaler là en dessous, devant le démarreur. Pour ça j'ai fabriqué une patte qui va venir accueillir, ce qui va permettre de faire l'électrolyte, en fait, de fabriquer l'hydrogène. L'hydrogène, ça, l'eau elle va couler ici, l'hydrogène va remonter par là. Il repart ici dans l'anti-humidité. En fait, ça, il y a un tuyau qui plonge jusqu'au fond et il ne va sortir que le gaz. C'est pour éviter de faire entrer de l'eau dans le moteur, pour pas l'abîmer. Ça, ils ont fourni des trucs. Normalement, c'est fermé, c'est une purge. Ils ont fourni des coudes. Là, c'est pareil. Au cas où tu montes ton réservoir d'un côté ou de l'autre, il y a des trous. Mais là, je vais devoir les boucher avec un flexible et un bouchon. J'ai branché mes câbles. Tout ça. Ça m'a pris 2 après-midi parce qu'en fait, il a fallu que je présente la pièce. Au départ, je voulais pas mettre le réservoir juste au-dessus. Finalement, on peut le mettre juste au-dessus. Et j'ai plus la place parce que j'ai de la place nulle part en fait. Hein, ça y est, c'est monté. Donc j'ai dû tout redésolidariser pour pouvoir remonter tout séparément parce que ça passait pas. J'ai dû enlever cette tubulure. Le tuyau donc part d'ici et il vient dans le collecteur juste avant le turbo. Et ici, donc, les fils électriques rentrent à la batterie. Et le petit boîtier, donc. Alors, la batterie, plus et moins, bien sûr. Hein. Le noir, c'est le plus. C'est le contraire. Le noir, c'est le moins. Le blanc, c'est le plus. Et ensuite, j'ai ce petit boîtier qui va me permettre... qui va mettre en route le système automatiquement au moment où la voiture commencera à produire du courant par l'alternateur. Et en même temps, je vais pouvoir paramétrer les tensions de départ et les tensions d'arrivée. Bon, voyant moteur, c'est pas allumé.
La voiture tourne. Maintenant, voir si vraiment ça produit de l'hydrogène, ça j'en sais rien. Là, on y est. J'ai fait une bonne partie du trajet sans hydrogène parce qu'en fait, les polarités étaient inversées. Donc je pensais que ça n'avait pas d'importance et c'est vrai que sur il n'y a pas vraiment de schéma sur leur truc, hein. C'est une photo et sur la photo on avait l'impression que le système était à l'envers. Je viens d'inverser les polarités. Là, ça m'indique que ça produit de l'hydrogène. Sur le petit boîtier bleu, je te montrerai ça quand je serai arrivé. Donc là maintenant on va rouler, il me reste 160 km à faire. Je te rappelle que j'étais sur une consommation moyenne de 8 litres. D'ailleurs, là, tout le trajet qu'on a fait à l'aller, on a fait 250 km, plus les quasiment 100 km qu'on vient de faire. Et on est resté sur 8 litres. Donc, on va dire que 8 litres, c'est la consommation de base en roulant qu'au gasoil. Là, je suis maintenant avec le kit achat chaud, mais il me manque de sel. La machine, le compteur me dit qu'il n'y a pas assez de sodium, de chlorure de sodium, pour pouvoir produire suffisamment. Donc, on va démarrer comme ça, je vais rentrer comme ça parce que j'ai pas pris le chlorure de sodium avec moi et on va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va augmenter avec le temps. Et à ce moment-là, je vais voir si j'ai fait déjà une économie parce qu'il va forcément rentrer un petit peu d'hydrogène dans le moteur. Ce que je peux te dire d'ores et déjà, c'est que le bruit du moteur, il est beaucoup moins présent. J'ai l'impression, hein Tony, le bruit, il est moins présent, c'est plus feutré. Alors bon, les performances, là je peux pas te dire parce qu'encore une fois, si de toute façon il y a une très faible quantité d'hydrogène, ça va pas changer grand chose au niveau de la performance. Je pense pas qu'on gagne en performance en fait, hein. Je pense que le moteur il va être un peu plus feutré et un peu plus rond, mais je pense pas qu'on gagne en performance. Et moi ce qui m'intéresse surtout c'est de gagner en consommation. Écoute, j'ai l'impression que ça fonctionne. Alors j'ai pas contrôlé le module encore, mais là tu vois je suis en stabilisé à 110 à 4 litres 9. Et sur ma consommation moyenne, ben ça commence à descendre. Tu vois, voilà, regarde, je te regarde. Là, 5 litres, 4 litres 9, 4, 8. Je suis sur du plat. Donc c'est quasiment, là, je dirais, un bon litre 2, un litre 3 en dessous de ce que je fais d'habitude sur le même type de trajet. Alors c'est en instantané. Et là, regarde la consommation. Consommation moyenne où j'étais à 8 litres, j'ai déjà gagné 0,8 litres. Alors ça fait qu'une soixantaine de kilomètres que le système fonctionne. Il paraît qu'il faut quelques kilomètres avant que ça commence à bien fonctionner. J'ai l'impression que ça marche. On termine ces 165 km à 6 litres et demi. Donc sur le même trajet que ce matin où j'ai fait 8 litres, où je fais 8 litres en moyenne de toute façon, il y a un moment j'étais à 6 litres 2 et après en sortant de la RCEA par les petites départementales, et là c'est remonté de 0,3 en fait. Comment est l'électrolyte? Je sais pas si tu vois grand chose. Voilà, en fait ça te permet de voir où on en est. Et là tu vois, en plus j'ai un électrolyte, je dois rajouter normalement du sel, du sodium, du chlorure de sodium, parce que tu vois je suis à 7 ampères, où je devrais être à... Ça a quand même monté, hein. Je devrais être à 8 et 10 quand le réservoir est presque vide. Le réservoir n'est pas vide, tu vois, il a à peine diminué en fait, hein. Ça consomme vraiment très peu d'eau. Là, c'est le lendemain matin, donc sur la première utilisation, il préconise de changer l'électrolyte, donc qui est dans le vase. Alors, il y a un bouchon, tu vois, c'est quand même un peu léger, quoi. Le bouchon, tu vois, par exemple, là, il était desserré, tu vois, par exemple. Donc, j'estime quand même, il pourrait faire mieux. Alors, c'est vrai que ça simplifie les choses, tu n'es pas obligé de tout fabriquer toi-même. C'est quelque chose que tu peux fabriquer toi-même. Il y a des tutos sur Internet. Moi, pour moi, j'ai déjà suffisamment de travail. Je ne vais pas encore me charger de ça. Déjà, ça, j'ai mis 3 après-midi pour l'installer. Au plus c'est riche en chlorure de sodium, au plus les ampères montent. Et il faut que ça reste en dessous de 10 sur un 2 litres 4. Tu as une grille, hein, c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu as une notice, il y a une grille avec les cylindrées de voiture, et en fonction des cylindrées, moi au minimum ça doit faire 8 ampères et au maximum ça doit faire 10 ampères. Donc pour avoir des bonnes valeurs, je vais être obligé d'augmenter le chlorure de sodium. Même si je l'augmente d'une manière exagérée, lui de toute façon, il va réguler. C'est ça qui est bien. Quand tu n'as pas ce système, et que tu branches et que tu contrôles ton ampérage de temps en temps, ben il n'y a pas de régulation. Et du coup, tu uses prématurément le système avec des pièces à changer ensuite plus vite.
c'est de l'eau déminéralisée que tu mets. Là, ce que j'avais mis, c'est 2 cuillères à soupe de chlorure de sodium dans à peu près un demi-litre d'eau. Hein. Alors bon, je suis pas au niveau du mélange, je suis pas à un peu. Hein, parce que mon système justement va réguler. Si toi par contre tu n'optes pas pour le petit boîtier qui coûte quand même 249 balles en supplément, eh ben tu te retrouves à devoir régler ça vraiment très précisément. Parce que si par contre tu dépasses le voltage, ben là tu fous ton système en l'air. Bon voilà, on va supposer qu'on a à peu près 3 cuillères à soupe là-dedans. Alors chlorure de sodium c'est quoi? C'est du sel régénérant pour les lave-vaisselle, ni plus ni moins. Alors ça se dissout très facilement. Hein. Alors on contrôle le niveau d'eau, tous les pleins, pour être sûr que ce soit correct. Là, normalement, sur le petit boîtier que j'ai branché, tu peux brancher un détecteur de niveau. Et le détecteur de niveau, au moment où il détecte qu'il n'y a plus d'eau, ben, il arrête, il coupe le système. Ce qui est une sécurité aussi. Peut-être c'est ce que je ferai après. Ensuite, je démarre la bagnole. Alors à froid bien sûr, au moment où j'ai démarré, bah, on va contrôler maintenant l'écran. Alors ça va pas être immédiat, hein. Je pense qu'il faut rouler un peu. Je suis encore un peu bas. Alors ce que moi je perçois, alors, toi tu le perçois pas, mais le moteur il claque beaucoup moins. Parce que le 5 cylindres c'est un moteur qui claque pas mal. Et là franchement, nous on entend, même hier avec Tony, on se disait le moteur fait beaucoup moins de bruit. En conclusion, l'augmentation galopante du carburant, et c'est pas fini. Hier, tu vois, là à l'heure où je tourne cette vidéo, hier, la Russie a envahi l'Ukraine. Alors pour nous, pour le moment, bon, les conséquences sont pas immédiates, mais il va y en avoir certainement. Hein. Alors je vais pas développer sur les conséquences qui sont en dehors de mes compétences. Mais par contre, ce qu'on entend maintenant de la part des économistes, c'est qu'il faut s'attendre à de très fortes augmentations de carburant. Alors le gaz, en France, on est plus ou moins autonome. On se fournit en grande partie dans les pays du nord de l'Europe et en petite partie par la Russie. Ça, c'est pas trop le problème. Par contre, tout ça, ça aura une incidence sur le prix du baril, sur le prix du carburant. D'après les économistes, le prix du carburant aujourd'hui, on est entre 1,70 et 1,72 le litre de gasoil, ça va continuer à augmenter, ça va exploser et ça va continuer à monter. Et ces conflits-là, bah oui, ça fait augmenter le prix du carburant, le prix du baril. Et comme notre cher dirigeant ne veut pas toucher aux taxes parce que ça lui ferait trop perdre 1 centime d'euro sur un litre de gasoil, ça leur fait perdre. Ils nous ont foutu l'économie en l'air, mais passons, je ne vais pas polémiquer, mais quelques centimes sur un litre de gasoil, c'est pour eux une énorme perte. Rouler, ça devient de plus en plus cher. Et aujourd'hui, un véhicule comme le mien, ici, c'est quasiment 15 € les 100 km. Sans considérer ce que je viens de monter. Hein. En roulant vraiment très économiquement, comme je l'ai fait ces derniers temps avant de poser ce système, pour vraiment avoir une comparaison valable, on est sur 100 km 8 litres, 8 litres fois 1,70, on est à 13,60 €, tu vois, quasiment 14 €. Auparavant, tu vas voir l'incidence que ça peut faire, parce qu'à 8 litres 7, comme je le consommais avant de rouler économiquement, fois 1,70, eh ben on était à 14,79 €. Tu vois que 0,7 litres au 100, ça fait une belle économie quand même, au 100 km. Ça veut dire que, c'est sûr que si tu vas chercher le pain le matin, tu te fais 200 km par mois, il n'y a pas de problème. Si comme moi, là, le véhicule, là, j'ai déjà fait 50 000 km avec, forcément, là, ça devient carrément énorme. Il y a quelques temps, je suis allé voir un couple, on lui a vendu son Hummer, ils se reconnaîtront, et le monsieur, il avait monté un kit, lui-même, il avait fabriqué avec de l'eau. Et il roulait avec son tracteur, il diminuait donc un peu la consommation, le tracteur, il tournait mieux. Alors, c'était pas flagrant, il n'avait pas vraiment mesuré, mais j'ai dit, dis donc, je savais pas que ça marchait, ce machin. Et après, en me documentant, il y a des détracteurs et il y a des gens qui sont complètement convaincus. Et c'est vrai que les journalistes, la plupart des journalistes qui font des émissions, etc., ils disent que c'est de la merde, qu'en fait ça nettoie le moteur, mais c'est tout. Qu'est-ce que je peux trouver comme système pour consommer moins
de gasoil. J'ai commencé à faire une conduite éco-responsable et ça m'a permis d'économiser 0,7 litres. En fait, je roule plus à 130, maintenant sur l'autoroute, je roule à 110. Et j'essaie vraiment d'adoucir la façon de conduire, alors qu'avant, je conduisais un peu comme pas comme une brute, mais sans faire attention, on va dire. Je me suis documenté, alors au départ je voulais fabriquer un système moi-même, et puis je me suis dit un système moi-même à régler c'est vachement compliqué, tu vois. J'ai regardé ce qu'il y avait, et je suis tombé donc sur HHO+, il y en a d'autres. Ça m'a l'air de tenir la route. Des gens qui rapportaient un peu comment ça fonctionnait. Alors pour certains, ça fonctionnait super bien, et pour d'autres, ça fonctionnait pas du tout en fait. Ça leur apportait juste... c'est vrai qu'au niveau de la pollution, c'est indéniable, ça pollue beaucoup moins. Il y en a qui disent, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas réussi à faire fonctionner leur système, alors ils disent rien que de toute façon, ça ne doit pas être l'économie qui vous fait acheter ce système, ça doit être l'écologie. Bon, ouais, je veux dire... D'accord, hein, ok. Moi, je le fais pour l'économie, hein, on va dire ce qui est. Hein. Je me suis dit, Pascal, tu vas l'essayer. Tu vas l'essayer toi-même et tu te feras une vraie idée, parce que là, tu peux pas. C'est pas possible. Il y a des gens qui ont l'air très sincères et qui disent que ça marche, il y en a d'autres qui disent que ça marche pas. C'est pour ça que j'ai acheté un premier kit que j'ai pas monté dans cette voiture. Je voulais un surdimensionné. J'ai pris le 3000. Donc, il démarrait à 2 litres ou 2 litres 4 et il s'arrêtait à 4 litres 5. Quand j'ai reçu l'assècheur, là, il est comme ça, il est énorme. Il rentrait pas. J'ai dit où je vais le mettre. Ça va pas, c'est pas possible. Alors je me suis remis sur leur site, j'ai gardé le kit, mais je l'avais acheté sur Amazon, donc je vais pouvoir le renvoyer si toutefois ça fonctionne pas. C'est ce que je me suis dit. Mais si ça fonctionne, je vais le monter sur le Frankia. Au moment où ton système produit cet hydrogène, ça améliore la combustion et tout ton carburant est brûlé. C'est pour ça que ça diminue la consommation. Ça ne veut pas dire que tu roules à l'eau. Ça veut dire que tout simplement, t'améliores la combustion ou l'enflammation. Ça dépend des moteurs, hein. Les moteurs essence, ça fonctionne sur tout type de moteur. Hein. Ça améliore la combustion et du coup, ça te fait consommer moins. Parce que du coup, ton carburant est plus productif. C'est ça que ça fait le système HHO. Je te calcule vite, on était à 14 €, à 13,60 €. Si je consomme 6,5 fois 1,70, je descends à 11 € les 100 km. Et si j'arrive à ce qui est indiqué, c'est-à-dire 35%, 8 fois 35, ça me ferait économiser 2,8 litres. 2,8 litres, ça fait que 5 litres 2 fois 1,70, ça me ferait descendre à 8,84 € les 100 km. Je consommerais comme une petite bagnole. Alors que ma voiture pèse 1,8 tonnes, c'est un 4x4 permanent, c'est une voiture qui est lourde, c'est une voiture qui fait 185 chevaux. Consommer 5 litres d'eau avec une voiture comme ça fait peu. Ça fonctionne beaucoup mieux sur des longs trajets. Ça veut dire que si tu fais des petits trajets en ville, tu sentiras beaucoup moins la différence. Ce système-là, d'ores et déjà, je valide l'économie, hein, puisque là, sur 160 km déjà, sans avoir réglé rien du tout déjà, je suis en économie. Il faut trouver des solutions aujourd'hui, parce que raisonnablement, si tu fais des kilomètres, si de temps en temps, notre roi fait cadeau de 100 € comme ça, hein, même pas un plein sur ma voiture, hein, et même pas un plein sur beaucoup de voitures d'ailleurs, on s'en sortira pas en fait. Hein. On s'en sortira pas, on va dépenser tout dans le carburant. C'est ma voisine. J'ai rien à gagner, hein, je te rassure. Je l'ai payé le système, le deuxième je l'ai payé aussi, je leur ai rien demandé, j'ai pas demandé de partenariat, rien. J'ai dit, j'essaye. Et comme ça, je te rends compte déjà de la situation, je te dis si ça fonctionne ou pas. Si tu fais ce qu'il faut sur ton moteur, les modifications nécessaires, c'est pas des modifications que tu vas faire dans le moteur, c'est des modifications externes, et ça marche. Par contre, oui, 200 balles, 210 € le système avec le port, 144 € le système qui gère le courant, et 110 € le petit module qui est fait en fonction de ta voiture. Ça veut dire qu'au moment où tu le commandes, ils vont t'envoyer un mail, ils vont te dire c'est pour quelle voiture. Ils vont te demander le modèle, la marque, la motorisation et tout. Et ils vont t'envoyer un boîtier en fonction de ça. Et c'est vrai que quelques centimes sur un litre, ça paraît peu, mais quand tu roules et que tu fais ton coup aux 100 km, ça devient quand même assez important. Et si tu fais beaucoup de kilomètres, ça devient exorbitant, on va dire ce qui est. Et en camping-car, c'est vrai que les camping-cars sont plus gourmands qu'une voiture. Hein. Il faut pas se cacher des choses. Donc, si tu arrives à diminuer ta conso... Je voulais ajouter également que je ne suis pas certain donc, que ce petit système qui vient leurrer les sons de MAF et MAP fonctionne.
Et alors, ça sous-entend bien sûr que si ça ne fonctionne pas, ben la sonde lambda vient donner une information à l'écu, au boîtier électronique, en lui disant qu'il y a trop d'oxygène, et du coup, le mélange est corrigé par le boîtier électronique. Auquel cas, ben, ça annule une grande partie de l'efficacité du système. À suivre, c'est pas définitif, mais c'est pas, voilà, on est plutôt à 10% de gain, presque 15%, on va dire. 15% me paraît être beaucoup plus réaliste. Donc ça sous-entend que 450 balles pour tout ça, est-ce que c'est vraiment justifié? Il faudra que je calcule ce que ça, en combien de temps, sur combien de kilomètres c'est rentabilisé. En partant du principe que le carburant est à 1,70, tu rentabilises les 450 balles du coût du procédé, tu rentabilises. Ça veut dire que tu arrives à l'équilibre à 17 647 km. En supposant que le carburant monte à 2 €, il te faudrait 15 000 km pour rentabiliser le système. C'est quand même donc 15 000 km si le carburant arrivait à 2 €. C'est beaucoup, hein, il faut beaucoup rouler. Si tu roules moins de 10 000 km par an, tu vois, c'est pas intéressant. Alors c'est clair que sur un véhicule comme un camping-car, en fait, 1,5 litre sur 8 litres, ça fait 18%, hein, quasiment 19%. 19% par rapport aux 35 annoncés, c'est pas intéressant. Hein. C'est pas suffisant pour faire des économies intéressantes. C'est vrai que si tu étais à 35%, là ça va beaucoup mieux, hein, 35%. En fait, il te faudrait 10 000 km, un peu moins de 10 000 km pour rembourser le système. Et tu commences après à gagner de l'argent à partir de 10 000 km. Donc, oui, ça fonctionne. Je trouve que le tarif annoncé au départ, il n'est pas réaliste, puisqu'il y a des choses à faire pour ton confort. Hein. C'est vrai que tu peux fonctionner juste en décalant la sonde lambda. Tu n'es pas obligé de poser ce système que j'ai posé moi à l'intérieur. Tu peux ne pas avoir ce contrôle d'ampérage, mais c'est un souci, quoi. Alors c'est vrai qu'après, une fois que tu as réglé ton mélange et que tu sais que tu es en dessous des 10 volts, autour de 10 volts, entre 8 et 10 volts, tu es tranquille. Tu n'as plus qu'à reproduire à chaque fois ce que tu vas mettre dans ton vase. La sécurité, bon, moi j'ai voulu faire la totale pour être sûr de gagner au maximum, mais finalement, tu vois là, 1,5 litre avec tout ce que j'ai dépensé, c'est pas énorme en fait, hein. C'est assez peu. Bon, je dois t'avouer que j'ai du mal à rester sur ce que j'ai essayé, parce que je trouve que ça fait peu quand même par rapport à ce qui avait été annoncé. J'ai mis des Serflex, je sais pas si on les voit. J'ai mis des Serflex parce que apparemment c'est pas bien étanche. Avec les vibrations, en plus le tuyau il finit par prendre large et du coup je pense qu'on perd une quantité d'hydrogène par le biais de ces fameux contacts. Ici j'ai amélioré, donc j'ai mis un caoutchouc parce que ça c'est pareil, ça flottait. J'ai mis un caoutchouc et surtout ici là j'ai changé, j'ai finalement posé l'écarteur de sonde lambda. Parce que j'ai un doute sur le module qu'ils m'ont vendu. Et comme ils ne me répondent pas, tu vois, ça, quand ça clignote comme ça, il n'y a pas de connexion avec l'écu. Alors là, c'est normal, avec le boîtier électronique. Là, c'est normal puisqu'elle est arrêtée. Mais par contre, quand elle est allumée, le voyant, il clignote par exemple tous les 15 secondes, et ben il clignote tous les 40 secondes, ou tous les 45 secondes. Le voyant qui logiquement s'allume quand tu as une connexion avec l'écu, il s'allume jamais. Et j'ai pas de réponse. Ça fait 2 jours que j'ai écrit, j'ai pas de réponse. L'écarteur de sonde lambda, elle se visse dedans, mais elle rentre pas, elle plaque pas. Elle plaque pas pourquoi? Parce que elle est trop étroite celle-ci, à l'intérieur. Heureusement que moi j'avais prévu que j'en avais acheté une plus grosse, un écarteur un peu plus gros, et que du coup j'ai pu rentrer ma sonde lambda dedans. Je vais refaire un peu de kilomètres demain matin, puisque je vais voir un camping-car. En plus, après la semaine prochaine, je fais quasiment 2500 bornes dans la semaine, 2000-2005. On te vend le système, et puis tu te démerdes. Et c'est plutôt mal foutu en fait. Il faut tout modifier, il n'y a pas de patte de fixation. Je trouve que quand même, c'est un peu moyen. Alors, tu peux te passer du module, à mon avis, mais ça, je te le préciserai au moment où j'ai fait des essais. Le module qui était à l'intérieur, à mon avis, c'est pas fiable. En fait, je pense pas qu'ils aient fait des tests sur tous les véhicules. Donc là, ils te demandent ce que c'est ta voiture, ils te demandent même pas le numéro de série.
et il t'envoie un petit un trompeur en fait, hein, un trompeur de son de MAF. Et moi, il n'est même pas reconnu. Donc, à mon avis, ça, je vais finir par le virer. Je vais le laisser pour l'essai que je vais faire là. Ensuite, j'enlèverai, je verrai la différence. Mais ça, c'est déjà 110 balles d'économiser. Hein. Ça, tu peux t'en passer aussi. Là, moi, ils me l'ont vendu 144. T'en trouves sur AliExpress à 25 €. Il y a moyen de faire beaucoup moins cher. Moi, j'ai voulu tout prendre au même endroit en pensant qu'il y avait vraiment... C'était une question importante de prendre tout au même endroit. Et puis finalement, ça, voilà, ça, même pas 25 €. Hein, tu peux commander ça. Je vais en commander un de toute façon. Si ça fonctionne, 1,5 litre, c'est pour moi, c'est pas suffisant. Mais si j'arrive à faire plus, je vais monter le système, le deuxième système, dans le camping-car. Et là, je te ferai vraiment un tuto détaillé de la manière dont tu dois procéder. Là, je reprends l'autoroute. Je viens juste de franchir les 6,7 litres. Je suis plutôt satisfait là, parce que là, ça ferait 2 litres de moins que ce que je consommais auparavant. Me voilà arrivé à Annemasse. Les 200 premiers kilomètres, j'étais crédité d'un très joli 6,7 litres au 100. J'étais content. Et en prenant bien sûr la bifurcation Genève, là tout de suite ça monte puisque c'est que de la montée. Et là je suis monté à 7,1. À côté des 8,7, c'est énorme. Si on considère que je fais du 6,7 sur le plat, bah oui, là ça fait quasiment 2 litres par rapport aux 8,7 que je consommais au départ. Bon, c'est sûr qu'en montant à Annemasse, c'est que de la montée. Hein. Il faut peut-être que je règle encore un peu le système. Parce que là, j'ai mis beaucoup de sodium et je pense qu'il y en a un peu trop. J'ai l'impression que la machine qui coupe, elle coupe et ça s'arrête à chaque fois. Donc ça arrête de produire. Donc il faut que j'arrive à régler quand même mon chlorure de sodium dans l'eau pour pas en mettre trop. Et pour pas qu'elle régule tout le temps en fait, sinon elle fait que réguler. 2 litres au 100, qu'est-ce que ça change pour moi? Là, je vais faire la semaine prochaine, donc à partir de demain, lundi, 2500 km. 2500 km dans la semaine, ça me fait économiser 50 litres. Là, je vais réussir à faire le plein, je pense, à 1,75. Je vais économiser 87,50 € sur mon trajet, sur ma semaine, en fait. Alors, ça paraît, c'est un plein quasiment auparavant. Hein. C'était un plein. J'économise quasiment un plein. Avant, mon plein, il coûtait ce prix-là. Aujourd'hui, le plein, ça fait 122 balles le plein aujourd'hui. Tu vois un peu l'incidence que ça peut avoir. Et au plus le carburant va augmenter, au plus ces 2 litres vont valoir de l'argent. Je pense que la méthode, elle peut être améliorée et elle peut être moins coûteuse. En fait, j'aurais pas dû prendre tout le pack. J'aurais dû tester la chlorure de sodium et le doser, faire le dosage et éviter tous ces achats. Ou alors me débrouiller avec AliExpress. T'es bien gentil, Pascal, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je vais me chauffer un petit plat Wet Watcher, 2 minutes et demie au micro-ondes. Je mets ça dans le micro-ondes, à brancher. C'est démarré, et là maintenant on va mettre 2 minutes et demie. Je suis à 1770 watts. Quand je te parlais du micro-ondes à 1300 watts, tu vois, le mien il est beaucoup plus gourmand, 1771. 95%, et on a chauffé notre plat. Le juge de paix suprême, la machine Nespresso. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'autonomie électrique ou qui veulent avoir une autonomie électrique suffisante et avoir l'équipement suffisant. Pas tous, hein, je suis pas en train de... Parce qu'il y en a, ils vont monter sur leurs grands chevaux. Il y en a certains, ils ne peuvent pas se passer de cette cafetière. On va allumer déjà. J'allume la cafetière, j'oublie pas de mettre la tasse surtout. Elle démarre à 1126, 1127. Comme ça, tu vois exactement combien je consomme. Et la mienne, tu vois, elle fait pas 1300 watts. Hein. 1126... 1127, là elle est en chauffe, hein, et après elle va descendre. Voilà, tu vois, là, elle est descendue à 551. J'ai perdu 1%. Une question m'a été posée concernant la recharge vélo électrique. Qu'est-ce que ça prend sur le compteur en watts? Donc moi j'ai une gyroroue, j'ai pas de vélo électrique, j'ai une trottinette là aussi. Ça fait 775 watts. La batterie, 775 Wh. Donc c'est plus gros qu'une batterie de vélo, puisque la plupart du temps sur les vélos, les derniers vélos, on a 625 et on a souvent autour de 500. Moi j'attends pas que la roue soit déchargée à fond pour pouvoir la charger. Ce qui fait qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite regarder combien il lui reste. J'ai les barres qui sont ici, 58% de la batterie. Il me manque 42%.
C'est un chargeur qui ressemble à un chargeur de PC en fait, hein. Sauf qu'on est sur un voltage, je pense, un petit peu plus important. Donc elle est à 94%. On a 137 watts, 138 watts, ce qui n'est pas énorme. Par contre, c'est vrai que ça va charger pendant un petit moment. Il est 10h30. On va voir à quel moment la batterie sera complètement pleine. Sur cette trottinette, on a sensiblement le même type de chargeur. Tu vois, un tout petit peu plus gros. Mais c'est plus qu'un vélo, beaucoup plus qu'un vélo. Je vais brancher en même temps en supposant que tu aies 2 vélos électriques. Donc on est rouge, tu vois. Ça charge également. 344 watts. Celle-ci, elle est pas très déchargée. La charge effectuée, il me reste 40%. J'étais à 94, donc j'ai quand même bouffé 44%. Pour charger 48%, c'est compliqué, hein. On va dire 50% de mes 775 Wh dans cette gyroroue. On va dire à peu près 15%, entre 10 et 15% de ces 1100 Wh. On va dire, ils sont jamais vides, moi, mes engins, parce que je les charge toujours avant que ce soit vide, bien avant d'ailleurs, ça dépasse rarement la moitié. Si tu as 2 véhicules, 2 vélos à charger, ben tu vois, là par exemple, avec les 2 chargeurs, on avait 350 à peu près, 350 watts qui sortaient de l'appareil. C'est ce qui rentre là-dedans. Donc ce qui rentre là-dedans, si toi tu as 2 vélos avec 2 batteries de 500 Wh et que tes 2 batteries sont vides, tu vas décharger la moitié de cette batterie pour charger tes 2 vélos. Ce qui veut dire que si tes 2 vélos sont complètement vides, tu vas pouvoir charger avec cette batterie, avec cette station d'énergie, tu vas pouvoir charger 2 fois tes 2 vélos. 4 fois si c'est un seul vélo. Si c'est des vélos avec des batteries de 625 Wh, ben forcément, oui, ce ne sera pas tout à fait 4 fois hein, pour un vélo. Et tu peux aussi l'utiliser dans ta maison. Tu peux l'utiliser, par exemple, tu es à la montagne, tu as un truc, tu dois bricoler, tu n'as pas de courant. Tu peux te servir cette batterie, parce que là, bon, il me reste 40%. Hein. Je peux l'utiliser pour bricoler. Là, par exemple, je vais faire tourner mon rabot. Oh, la prise est là, hein, regarde, elle est bien fixée là derrière, hein, c'est ça. Je la mets ici, je vais raboter ça, tiens, je vais donner un petit coup de rabot là derrière. Voilà. Je suis à peu près sur 1000 watts. C'est sûr, ça descend, hein. Forcément. Là, je suis à 39%. C'est pas tellement gourmand un rabot comme ça, hein. C'est un 1500 watts normalement, tu vois. Pourquoi pas une petite soudure? Avec mon poste semi-automatique GIS, je vais souder un morceau d'alu. J'ai perdu 3% là en faisant mon clown avec mes soudures. Pour bosser, tu peux quand même bosser avec, hein. Si tu l'emmènes sur un petit chantier là, t'as un petit bricolage à faire, tu sais que tu vas pas avoir de courant, c'est quand même sympa. Ah, j'ai mon aspirateur de chantier. Alors. 1240 watts. Sorti de ton camping-car, tu l'utilises pour ton camping-car, mais tu peux l'utiliser également pour la maison. Tu n'es pas seulement obligé, tu veux bricoler dans un endroit où tu n'as pas de courant, par exemple, tu prends ta batterie avec et tu peux bricoler. Il me reste quand même encore 35%. Il nous reste 35% de batterie. Bah, je vais faire mon petit montage. Je vais charger mon portable. Tu vois ? La charge se met en route. Ordinateur portable. Alors, c'est assez gourmand parce que j'ai une grosse carte graphique. On va le mettre sur performance. Voilà, tu vois, on est sur 160 à peu près. Hein. Bon, 2h30 que je travaille sur l'ordinateur. J'ai profité donc pour charger mon téléphone et charger les micros pour demain, puisque demain je pars en tournage. Et tu vois, 24%. 24%, donc j'ai consommé 11%. Ce qui est plutôt satisfaisant, je trouve. Donc là, il me reste 24%. Ça sous-entend, par exemple, que je pourrais regarder la télévision sur la batterie, par exemple, tu vois, pendant 2-3 heures, même un peu plus, parce que, en fait, une télévision, ça consomme très peu. Hein. C'est pas très gourmand. Après mon montage et mes recharges d'hier soir, il me reste 22% sur cette batterie. Le lien où tu auras une promo de 200 € est ici. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo la semaine dernière qui est ici si tu veux en savoir plus sur ton autonomie électrique par le biais surtout d'une batterie comme celle-ci, parce que
Comme je te le disais, comme je te le répète depuis maintenant un petit moment, l'avenir, c'est ça. C'est en train d'évoluer encore, hein. Il va encore y avoir des nouveautés certainement, et ça va s'adapter de plus en plus au camping-car. Le gros intérêt, c'est que la charge utile, au moment où tu passes le contrôle technique, tu enlèves cette batterie. Ça pèse beaucoup moins lourd qu'un système résident que tu vas installer dans ton camping-car. Je pense que d'avoir une source d'énergie complémentaire au cas où, c'est pas mal. En plus, si tu décides de charger ces panneaux solaires, eh bien c'est tout bénef, quoi. Tu l'utilises pour consommer ton courant, c'est gratuit. Tu vois, bon, alors il y a l'achat du matériel qui est pas donné, mais c'est du matériel que tu vas acheter pour de longues années. Comment ça va, Pépette? Ça va bien. Chatounette? Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça se passe bien, le permis de conduire? Je travaille. Tu travailles ton permis de conduire? Ouais. Tu travailles ton code? Alors, combien tu fais de fautes? C'est compliqué. La dernière fois, je fais 11. C'est bien bon. Mais c'est compliqué. Hein. Ça n'a rien à voir avec quand on apprend avec le livre. Et les questions, c'est pas pareil. C'est compliqué la façon de laquelle ils posent les questions. On dirait que c'est fait exprès pour embrouiller le cerveau. C'est ça. Il y a des pièges, en fait. Mais c'est bien fait maintenant parce qu'on a 60 tests où on peut s'entraîner comme un examen blanc. On a droit à 60 examens blancs. Maintenant, quand j'ai la veste, même sur Giro-Roue, c'est vrai que la veste qui est protégée, le casque, j'ai moins peur. Je me sens plus en sécurité. J'accélère de plus en plus avec Giro-Roue pour se préparer mentalement. Elle commence à prendre des trajectoires, elle sort le genou. Dans le monde, ça bouge déjà tellement que... Le prix du gasoil. Il n'y a pas que ça. Hein. Le prix du gasoil à côté du reste, c'est rien en fait. Hein. Là, je viens de faire le tour des stations de Annemasse, là, de regarder. 1,85. Hein. Oh, alors, il y a qu'un endroit où tu payes un peu moins cher, c'est ta station préférée à 1,75. Ah bon? Ouais. Tout le reste, même Édouard Leclerc, Édouard là, il a dit allez penchez-vous en avant. Enfin nous ça nous concerne directement en tant que surtout les gens qui roulent en camping-car, hein, c'est bon. Le camping-car ça consomme un peu plus qu'une voiture. Moralité, tes vacances, quand tu te déplaces en camping-car, ça sert à rien d'aller traverser la France. Hein. Tu vas te ruiner pour rien. Et essaie de trouver des endroits autour de chez toi, pas très loin. Tu te gares sur le trottoir. Tu te gares juste en face de chez toi, t'es dépaysé. Tu demandes à ton voisin d'en face, est-ce que je peux garer mon camping-car dans ton jardin? N'importe quoi. Ouais. Non mais c'est vrai, il faut pas aller trop loin, quoi. Là, ça prend tout son sens. Ne pas aller traverser la France comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Non, mais après, tu fais ce que tu veux. Si tu veux enrichir Macron, enfin, c'est Macron, c'est pas vraiment Macron. Si tu veux enrichir l'État, tu peux y aller. Hein. C'est de toute façon tout ce qu'on fait, on enrichit l'État dans ces conditions. Mais, maintenant ou avant, il fallait rien faire. Parce que mais enfin, là, quand même. T'imagines un peu? On payait, il y a quelques semaines, on payait 1,35. Enfin, quelques mois, peut-être, maintenant. Là, aujourd'hui, ça a pris 40 centimes. Pas tous les présidents sont gentils comme président polonais. Ça a augmenté en Pologne, du coup, ils ont enlevé les taxes. Et la Pologne, là, il n'y a plus personne qui critique la Pologne. Hein? Là, il y a tout le monde sauté, là. Il n'y a plus personne qui dit « Ah, les Polonais... » Des racistes. Il n'y a plus personne qui dit « Les Polonais, Là, tout le monde dit « Oh la vache, les Polonais, qu'est-ce qu'ils sont gentils !» Alors, en fait, ce qui s'est passé, parce qu'il y a une cliente qui m'a dit « Ah, t'as entendu, les Polonais sont racistes, ils ont fermé les frontières pour les Noirs. » Je dis « Non, je dis n'importe quoi. » Là, actuellement, ils ouvrent les frontières, ils accueillent des milliers des Ukrainiens, ils aident. Et en fait, tu sais d'où ça vient? Ma sœur m'a dit, il y avait un journaliste qui se insérait là-bas, en Ukraine, et puis en fait, je sais pas si c'était dans le bus, ou je sais pas où, il laissait entrer d'abord les femmes, les enfants, et après les hommes. Et il y en avait un homme noir qui attendait, et puis comme tous les autres hommes, ils attendaient. Mais le journaliste français, fouille caca. Il a mal fini. Hein. Il a mal fini. Non, il est allé vers cet homme et il a commencé à insinuer « Ah, il ne vous laisse pas entrer. Est-ce que vous pensez que c'est une preuve de racisme ? Oui, parce qu'il laisse entrer tout le monde, sauf moi, je suis de côté. » Mais en fait, c'était tous les hommes, c'est pas parce qu'il était... Le journaliste a mal fini, hein, Pologne. Il a mal fini, on l'a retrouvé dans un fossé avec sa caméra dans le... Et du coup, à cause d'un journaliste, une situation comme ça, il y a un truc qui est parti, que les Polonais sont racistes et qu'ils ont fermé les frontières...
Ouais, c'était le bus pour passer la frontière en Pologne pour les Ukrainiens. Faut reconnaître que quand tu te balades en Pologne, et puis que tu croises un Africain, par exemple, c'est comme si ils avaient vu un Martien. Hein. Il y en a pas, en fait. Hein. Il fait trop froid là-bas. Un tout petit peu à Varsovie, on commence à voir. Un petit peu à Varsovie, ouais. Mais ça commence il y a pas mal d'Asiatiques, il y a pas mal de... Mais les Asiatiques sont partout. Hein. Ouais. Ouais, eux, ils ont leur Ça, c'est quartier, différent. ils Bah, oui, eux, ils s'installent, sont implantés partout. Ils se fondent dans le décor. Le bébé, il en est tout. Il y en est une, le bébé. Il arrive. Et pour combien de temps il y en a encore? Quand 12 est-ce qu'il mois. va sortir là? Moi, c'est Ça comme fait les quelques éléphants. années, quand même. Ça fait quelques années quand même. Hein. Ok la famille, eh ben écoute, on va te laisser en préparation, enfin même pas en préparation, parce que là je vais les filmer. Tu vas avoir une sacrée brochette de véhicules là, parce que là j'en ai quand même un bon paquet à voir. Il va sortir des véhicules en capucine avec lit superposé. Il va sortir un intégral avec lit superposé également. Il va sortir un véhicule tout neuf, un intégral tout neuf, quasiment neuf, pas très vieux. Il y a du Laika, il y a du Mobile Veta, il y a du beau véhicule. Du véhicule qui va t'intéresser. Plus ou moins vieux, hein. Il y en aura des plus vieux, il y en aura des plus récents. Il y en a pour tout le monde. Voilà la famille, alors excusez-moi pour mon petit coup de gueule d'avant, du début de vidéo, mais bon, j'avais un peu les plombs là, j'avais envie de me vider mon sac. Je vais vider mon sac, voilà. Ciao la famille, à tout bientôt dans la semaine, là, certainement mercredi une vidéo. Ciao ciao.